Quand tu lis Berserk, il y a quelque chose qui change en toi. Comme une transformation intérieure. Cette œuvre redéfinit tes standards en fait. Ce qu'on en attend d'une histoire, ça remet en question les critiques d'autres œuvres connues. Ces combats, ces scènes qui te marquent, un dessin d'une précision jamais vue, bref. Berserk, c'est un chef-d'œuvre. Mais est-ce que ça explique son succès? En discutant avec des amis, il devient évident que la force d'une œuvre réside dans ses personnages. Guts, le protagoniste de Berserk, est un personnage profondément humain, marqué par un univers d'une violence extrême et où les sujets les plus sombres de nos sociétés sont mis en lumière. Son épée immense, symbole de son fardeau, ses relations tumultueuses dans lesquelles on s'identifie. Guts, il incarne cette quête de sens, quête qui nous façonne et qui remet en question notre morale. Il est celui qui se lève quand tout le monde abandonne. C'est l'anti-héros qu'on rêve tous d'être un jour dans notre vie en fait. Il est la résilience face à un destin impossible à contrer, bref, c'est le miroir de notre lutte à nous, contre une société qui nous écrase. Et son histoire ne vous laissera pas indemne. À sa naissance, Guts naît d'une manière particulièrement terrible, sous le cadavre de sa mère pendu à un arbre. Cet événement macabre n'est pas simplement une coïncidence, mais marque déjà la relation de Guts avec le monde cruel et impitoyable qui l'entoure. C'est un groupe de mercenaires qui découvrent le nouveau-né sous le corps froid de sa mère. Sis, l'épouse d'un des membres du groupe nommé Gambino, décide de le recueillir et de l'élever, malgré les réticences des autres mercenaires qui voient dans cet enfant un mauvais présage, notamment à cause de la manière dont il est né et de la violence qui l'entoure dès ses premiers instants, mentionné par Sis dans le même tome. Guts, un enfant rejeté par la vie avant d'avoir même eu la chance de l'expérimenter, grandit sur le champ de bataille, témoin de violences constantes et de la brutalité des humains. La première tragédie qui va frapper le jeune Guts est déjà très significative. Alors qu'il est encore très jeune, la maladie va emporter Sis, la seule personne et unique figure maternelle qui semblait réellement s'intéresser à lui. Après ce drame, Gambino, lui, va nourrir une colère latente envers Guts après la mort de sa femme, ce qui le pousse à avoir des comportements extrêmement brutaux envers lui. La situation empire lorsque Gambino, un soir de beuverie, décide de vendre le jeune Guts à un autre mercenaire nommé Donovan, qui va malheureusement abuser sexuellement de lui. Cet acte de trahison est dévastateur dans la psychologie de Guts. Il apprend, très jeune, que personne ne peut être digne de confiance et qu'il ne peut compter que sur lui-même. Cependant, ce passage est bien perçu comme un trauma pour Guts, mais peu de gens savent que c'est précisément la manière dont Guts a tué Donovan plus tard qui marque sa première expérience de vengeance personnelle, ce qui va le pousser à développer une méfiance accrue envers autrui. Son traumatisme va profondément marquer ses interactions dans le futur, en particulier sa manière de créer des liens fragiles, mais aussi son incapacité à s'ouvrir à d'autres personnages. Après avoir tué Donovan, Gambino lui tente à son tour de l'achever, renforçant chez Guts l'idée qu'il ne peut se fier à personne. Par acte d'autodéfense, il ne donc tuera pas Gambino par rage mais par pure survie. Cependant, la culpabilité de cet acte le hantera longtemps. En fuyant sa troupe de mercenaires, Guts va se retrouver seul, livré au monde, poursuivant une vie de guerrier itinérant sans aucune attache émotionnelle. À partir de ce moment, Guts passe plusieurs années à vagabonder de champ de bataille en champ de bataille. Il se vend comme mercenaire, utilisant sa grande force physique et son habileté au combat pour survivre. Chaque bataille est une occasion de prouver sa valeur, mais également de repousser ses propres limites, tant physiques que mentales. Il devient rapidement réputé pour sa férocité au combat et sa capacité à manier une épée d'une taille disproportionnée pour un garçon de son âge, lorsque les autres mercenaires se moquent de lui pour sa technique brutale, jugeant son style trop peu raffiné. Pourtant, Guts persiste, motivé par un besoin de survie plus que par la recherche de la gloire. Ce détail peu connu montre que dès son plus jeune âge, Guts ne se bat pas pour la reconnaissance, mais uniquement pour assurer sa survie. Cela est illustré à plusieurs reprises, notamment dans le tome 7, où son instinct de survie prend le dessus lors de batailles acharnées, témoignant de la dureté de son parcours en tant que jeune guerrier sans attache. Cependant, cette vie errante est loin de combler Guts. Bien qu'il soit devenu un guerrier redouté, il n'a toujours pas trouvé de but ou de direction. Il continue de vivre par l'épée, sans autre raison que la survie et la fuite de ses propres traumatismes. Sa solitude est à la fois son refuge et sa malédiction, car elle le coupe de toute possibilité de lien humain, de réconfort ou d'espoir pour l'avenir. C'est lors d'une bataille d'apparence ordinaire que la vie de Guts prend un tournant majeur. Il est défié par un groupe de mercenaires appelé la Troupe du Faucon, dirigé par le charismatique et ambitieux Griffith. Après un duel féroce contre celui-ci dans le tome 4, où ce dernier réussit à le désarmer, Guts se retrouve malgré lui intégré dans cette troupe.
Cette rencontre marque un tournant décisif dans sa vie, car c'est le début de sa relation avec Griffith, une relation qui s'avérera aussi complexe que destructrice. Sa rencontre avec Griffith est un autre point souvent interprété comme une rencontre providentielle. Cependant, un détail que beaucoup ignorent est la fascination quasi obsessionnelle de Griffith pour Guts dès leur premier duel. En réalité, Griffith voit en Guts une arme potentielle et non un simple allié, ce qui sera confirmé plus tard dans le tome 12 lorsqu'il admet voir en Guts le seul homme capable de réaliser ses ambitions. C'est aussi lors de cette période que Guts se rapproche de Casca, une guerrière qui se dévoue à Griffith. Dans les premiers temps, elle nourrit une grande hostilité envers Guts, mais les tomes 5 et 9 montrent que cette relation est bien plus complexe, notamment en raison de la rivalité implicite entre Casca et Guts pour l'attention de Griffith. Avec la troupe du Faucon, Guts connaît pour la première fois le sens d'appartenance. Cependant, ce sentiment est nuancé, car elle demeure en proie à des doutes internes. Lors de certaines batailles, on nous montre Guts qui se bat souvent seul, prenant des risques inconsidérés. Ce comportement souligne son désir de se tester constamment, mais aussi de se démarquer de Griffith, dans un besoin inconscient de prouver sa propre valeur. L'intensité des batailles et la proximité avec la mort semblent d'ailleurs devenir des éléments d'attraction pour lui, montrant une relation ambivalente avec la guerre. Sous les ordres de Griffith, la troupe multiplie les victoires sur le champ de bataille, gagnant la faveur du roi de Midland et gravissant les échelons sociaux. Guts devient un atout indispensable dans cette quête de pouvoir. Il devient rapidement un atout indispensable dans cette quête de pouvoir car sa puissance brute et ses capacités de combat permettent à la troupe du Faucon de remporter des victoires décisives, notamment dans le tome 6 lors de la bataille contre Adon et les troupes de Tudor. Mais au-delà de ses talents martiaux, c'est aussi son courage à affronter l'impossible qui impressionne. À plusieurs reprises, comme dans le tome 7, il affronte Zod en duel, en se jetant dans des batailles qui semblent perdues d'avance, démontrant non seulement sa valeur en tant que guerrier, mais aussi l'impact qu'il a sur le moral de la troupe. Sa présence devient synonyme de victoire pour la troupe du Faucon, contribuant directement à leur ascension dans la hiérarchie militaire du Midland, ce qui est particulièrement évident dans le tome 8, lors de la bataille contre les troupes de Tudor. Cependant, cette ascension se heurte à des conflits internes. L'ambition de Griffith, qui vise à atteindre le pouvoir suprême, commence à entrer en conflit avec les valeurs et les idéaux de Guts. Les premiers signes de leur tension se manifestent lors de la rencontre avec le roi du Midland, où Guts, en désaccord avec les méthodes de Griffith, commence à se poser des questions sur la véritable nature de leur mission. Les tensions entre Guts et Griffith s'accumuleront, culminant avec la décision de quitter la troupe du Faucon. Ce choix, bien qu'il semble être celui d'un homme en quête de liberté, est en réalité le reflet de sa peur d'être entraîné dans une spirale de pouvoir et de trahison. Sa décision de quitter la troupe se traduit par une scène marquante, où il affronte Griffith lors d'un duel, symbolisant non seulement leur rivalité croissante, mais aussi la lutte de Guts pour sa propre identité. Cette scène est particulièrement puissante, car elle met en page le conflit entre l'ambition de Griffith et la quête de Guts pour sa propre liberté. Le départ de Guts, au tome 8, marque le début de la chute de Griffith. Inconsolable après le départ de son bras droit, Griffith commet une série d'erreurs qui conduisent à son arrestation au tome 9 et à la division de la troupe du Faucon. Lorsqu'il apprend cela, Guts, qui a passé une année à s'entraîner seul, décide de revenir pour secourir Griffith. Ce qu'il découvre est bien pire que tout ce qu'il aurait pu imaginer. Dans le tome 10, on voit Griffith, brisé physiquement et mentalement après avoir été torturé pendant près d'1 an, étant à peine reconnaissable. Le rêve que portait Griffith d'avoir son propre royaume semble alors définitivement anéanti. Pourtant, dans un ultime acte de désespoir, Griffith va activer le Béélite, un artefact démoniaque auquel j'ai dédié une vidéo entière sur ma chaîne. Il provoque alors le rituel de l'éclipse, un rituel qui se déroulera au tome 13 et où Griffith va sacrifier tous les membres de la troupe du Faucon à la main de Dieu pour pouvoir renaître en tant que Femto, l'un des 5 membres des God Hand, des entités démoniaques puissantes qui manipulent le monde dans Berserk. C'est ici que se trouve le point culminant de la tragédie de Guts. C'est durant cette éclipse qu'il va connaître l'une des expériences les plus traumatisantes de sa vie. Non seulement il va assister à la mort atroce de ses camarades, mais il est également témoin du viol de Casca par Femto. Cette scène, empreinte de terreur et de désespoir, brise totalement l'esprit du Guts, qui va se retrouver impuissant face à la trahison de son ancien ami et leader. Marqué par la marque du sacrifice, Guts devient une proie pour les démons, condamné à être poursuivi par eux jusqu'à la fin de ses jours. Ce moment bouleverse complètement l'histoire, transformant Berserk en un récit bien plus sombre, et où chaque instant est marqué par la douleur et la vengeance.
Un détail souvent méconnu dans cette scène n'est pas seulement l'acte de trahison de Griffith, mais la complexité des émotions de Guts à ce moment-là. Alors que la plupart des membres de la troupe succombent par la terreur, Guts, qui incarne la résilience absolue, continue de lutter désespérément, même face à l'inévitable. Son acharnement à survivre n'est pas motivé uniquement par la peur de la mort, mais aussi par un instinct primal de protéger Casca, un aspect narré de manière plus explicite dans le tome 14. Ce détail montre que, malgré la violence et l'horreur autour de lui, Guts n'a pas perdu son humanité, ce qui rend cette rupture de récit encore plus tragique et poignante. Dans le tome 14, après l'éclipse, Guts est montré dans un état de rage incontrôlable, non seulement contre Griffith, mais aussi contre lui-même pour avoir échoué à protéger ceux qu'il aimait. Ces éléments introduisent une fracture dans son parcours, le poussant vers une quête de vengeance, tout en luttant pour ne pas sombrer totalement dans la haine et la folie. Arrivé ici, la vie de Guts devient une énorme quête de vengeance contre Griffith et les Goat End. Consumé par la rage et la douleur, il fait alors un énorme bond en arrière, en retrouvant son mode de vie solitaire, errant d'un endroit à l'autre, traquant cette fois-ci les apôtres, les serviteurs démoniaques de Femto et de la main de Dieu, et massacrant tous ceux qui se dressent sur son chemin. Il devient le guerrier noir, une figure redoutée par les forces démoniaques et humaines. Un détail souvent méconnu est la manière dont Guts perçoit la mort des apôtres. Dans le tome 17, lors de ces affrontements, Guts va admettre à un moment donné que tuer les apôtres ne lui apporte pas la satisfaction qu'il espérait avoir. Ces moments sont donc essentiels car ils révèlent une facette plus vulnérable de Guts, qui commence à remettre en question sa quête, se rendant compte que sa vengeance ne comble pas le vide laissé par la perte de ses compagnons. Or, cette quête de vengeance n'est pas sans conséquences. Dans le tome 18, on voit Guts s'enfoncer de plus en plus dans une spirale de haine, au point de mettre en danger ceux qui l'entourent. Sa rage aveugle l'empêche de voir l'impact de ses actions sur les autres, notamment sur Casca, qui a perdu la raison après l'éclipse. Casca devient l'unique personne pour qui Guts éprouve encore une forme de compassion, et bien qu'il soit animé par la vengeance, il se sent également responsable de la protéger. Cela crée un dilemme constant entre sa quête de destruction et son désir de protéger Casca, un conflit interne illustré de manière poignante dans le tome 20, où Guts lutte pour réprimer sa propre violence en sa présence. Malgré la noirceur de son voyage, Guts, au cours de son périple vengeur, va trouver une lueur d'espoir grâce à plusieurs personnages qu'il rencontrera, dont l'elfe Puck au tome 14, l'enfant sorcière Shirke dans le tome 22, et d'autres compagnons tels qu'Isidro, Farnèse, accompagné de Serpico dans le tome 19, qui vont l'aider à tempérer sa rage. Puck, en particulier, joue un rôle essentiel, en apportant une touche d'humour dans les moments sombres. Dans le tome 16 par exemple, alors qu'il fuit des apôtres, Puck plaisante sur la situation, aidant Guts à relâcher un peu la pression. Leur dynamique évolue lorsque Puck, en prenant des risques pour sauver Guts, lui rappelle la valeur de l'amitié. Cette nouvelle dynamique va permettre à Guts de réévaluer sa quête. Bien que la vengeance contre Griffith reste une priorité, il commence à envisager la possibilité de protéger ceux qui comptent encore plus pour lui, notamment Casca et ses amis dans l'espoir de trouver une forme de rédemption. Dans le tome 31, Guts commence à voir Puck comme un véritable ami. Lorsque par exemple ils échappent ensemble à une embuscade, il lui témoigne une forme de gratitude. En retour, Puck va se montrer de plus en plus attaché à Guts, partageant des réflexions sur l'importance de l'espoir et de la camaraderie, ce qui aide Guts à se reconnecter à son humanité, tout en poursuivant son objectif. Au fil du manga, Guts va faire face à des ennemis de plus en plus puissants. Il va recevoir l'armure du Berserker dans le tome 26, une armure magique et mystérieuse qui augmente considérablement sa force au combat tout en lui ôtant toute douleur. Cependant, cette puissance a un coût, car elle menace non seulement ses membres physiques, mais aussi son esprit. En portant cette armure, Guts cède facilement à des pulsions meurtrières incontrôlables, perdant tout sens de la réalité et mettant en danger ses propres alliés. Un moment clé va se produire dans le tome 27, lorsque Guts affronte l'apôtre Grumbeld. Dans sa rage, il attaquera sans discernement, presque au point de blesser ses camarades. Ce type de comportement devient récurrent et illustre à quel point l'armure exacerbe sa violence, le plongeant dans une frénésie où il ne distingue plus ses amis de ses ennemis. Cette armure devient alors un symbole de son conflit intérieur. Plus il se rapproche de la vengeance, plus il risque d'y perdre son humanité. Par exemple, dans le tome 28, alors qu'il combat un groupe d'apôtres, Guts est décrit comme étant en proie à un état de transe, complètement absorbé par son besoin de tuer. Ce qui est souvent ignoré, c'est que l'armure n'est pas simplement un outil de puissance, mais qu'elle est liée à l'ancienne tragédie de l'empereur Gaiseric, un personnage qui mériterait selon moi une vidéo à part entière. C'est pour l'instant le plus gros succès de ma chaîne, alors n'hésitez pas à aller voir.
Ce lien thématique renforce alors la compréhension des luttes de Guts, en montrant que son propre désir de destruction n'est pas isolé, mais fait partie d'un cycle de violence plus vaste. En outre, chaque fois que Guts utilise l'armure, il est révélé dans le tome 27 que ses blessures physiques s'aggravent, mais il est aussi suggéré que sa perception de la réalité devient de plus en plus altérée. Dans une scène poignante, il commence à avoir des hallucinations de Griffith, ce qui le pousse à s'interroger sur sa propre humanité et son but. L'armure du berserk lui permet de vaincre des ennemis redoutables, mais à chaque utilisation, Guts perd petit à petit de sa nature d'humain. Ce dilemme entre puissance et destruction personnifie les enjeux de la quête de Guts. Jusqu'où sera-t-il prêt à aller pour obtenir sa vengeance, et que sera-t-il prêt à sacrifier pour y parvenir? Le groupe qui accompagne Guts après l'éclipse offre une rédemption potentielle pour celui-ci. Shirke, notamment, joue un rôle clé en l'aidant à maîtriser l'armure du berserker. En tant que jeune sorcière, elle possède des connaissances ésotériques qui relèvent de la magie dans le monde de Berserk, lui permettant de contrer les effets destructeurs de l'armure. Un moment marquant se produit dans le tome 27, lorsque Shirke invoque un sort de protection durant un affrontement contre un apôtre, guidant Guts à travers une crise. C'est elle qui va réussir à l'ancrer dans la réalité, soulignant l'importance de son rôle en tant que mentor. Sans Shirke, il est probable que l'armure aurait consommé Guts bien plus rapidement, comme elle l'a sans doute fait pour Gezeric il y a 1000 ans. Dans le tome 30, l'importance de Shirke se renforce encore plus, lorsqu'au milieu de la bataille contre les apôtres, elle utilise ses pouvoirs pour maintenir Guts ancré à la réalité, empêchant l'armure de prendre définitivement le dessus par son esprit. Dans cette scène cruciale, on voit Guts vaciller entre ses pulsions et la lucidité grâce à l'influence stabilisante de Shirke. Ce moment met en évidence l'équilibre fragile que Shirke doit maintenir entre la puissance de Guts et les conséquences dévastatrices de cette puissance. Leur dynamique devient un élément central de l'histoire, révélant comment l'amitié et le soutien peuvent tempérer même les forces les plus destructrices. Le rôle de Shirke, en tant qu'atout indispensable, met en lumière une autre dimension de sa force. La relation qui se développe entre Guts et Shirke n'est pas seulement celle d'un guerrier et d'un mentor, mais celle de deux âmes qui se soutiennent mutuellement dans un monde brutal. Shirke aide Guts à comprendre et à maîtriser les démons qui le hantent, tant sur le plan physique que psychologique. Cette dynamique souligne même que le héros le plus puissant a besoin d'aide pour naviguer dans les tempêtes de la vie. Ainsi, l'histoire de Guts nous rappelle qu'il n'est pas un héros parfait, mais plutôt un homme en constante évolution, cherchant à s'améliorer et à trouver sa place dans un monde chaotique. La véritable force ne se trouve pas uniquement dans le combat, mais aussi dans la détermination à avancer, à tirer des leçons de nos erreurs et à chercher notre place dans le monde. Dans ce sens, Guts incarne une philosophie intemporelle, celle de la résilience. Son cheminement illustre que les épreuves, bien qu'elles puissent sembler insurmontables, peuvent également être des catalyseurs de croissance personnelle. En acceptant ses faiblesses et en cherchant du soutien, Guts devient alors un exemple inspirant pour tous ceux qui luttent dans leur propre vie. Au final, Guts, loin d'être le protagoniste parfait, est un symbole de la lutte humaine. Son histoire résonne profondément en nous, nous rappelant que chacun de nous a le pouvoir de façonner son propre destin. C'est cette quête d'identité, cette lutte pour surmonter ces démons, qui rend Guts si fascinant et intemporel en tant que héros. Ainsi, il n'est pas seulement un personnage de manga, mais une représentation de notre propre lutte pour la résilience et l'acceptation dans un monde qui semble souvent hostile. Merci d'être arrivé jusqu'ici. C'est tout pour cette analyse de Guts. J'espère que vous l'aurez apprécié à sa juste valeur et que vous auriez su en tirer quelconque message. Maintenant vient le moment que tout le monde passe, mais dans tous les cas je tenais à vous remercier pour votre engagement sur la chaîne. Quoi de plus gratifiant que de voir de nouvelles personnes plonger ou replonger dans une telle histoire qui est Berserk. Merci 1000 fois pour les likes, les commentaires, les partages. La dernière vidéo que j'ai sortie a plus que bien marché, et c'est intégralement grâce à vous qui regardez les vidéos. Sur ce, c'était tout pour moi. À très bientôt. You're going to be all right. You just stumbled over a stone in the road. It means nothing. Your goal lies far beyond this, doesn't it? I'm sure you'll overcome this.